Salut à tous, bienvenue. Vous êtes sur Studio Qualita. Studio Qualita, c'est la radio web du nouveau paysage franco-israélien. Voilà, vous pouvez nous trouver en vous connectant sur Internet, www.studioqualita.com. Vous pouvez aussi taper Qualita sur la page Facebook ou Studio Qualita. Voilà, vous allez nous trouver, retrouver nos émissions, le direct, bien sûr, de Daniel Haïk et puis toutes les émissions de la station. Mais aujourd'hui, je ne suis pas seule, comme vous le voyez à l'image. À mes côtés, un francophone célèbre, on va dire, pour ses nombreuses activités. Il s'appelle Shlomo Balzan. Il travaille au sein de Yad Vashem. Il connaît l'histoire d'Israël sur le bout des doigts et de notre peuple aussi. Bonjour Shlomo Balzan. Bonjour. Merci d'être venu. Voilà, je vais juste baisser un petit peu. Hop. Voilà. Comme ça, on se voit, c'est plus agréable quand même. Donc, vous êtes le président de l'association Alumim, les enfants cachés en France pendant la Shoah, depuis 2009. Et c'est une association qui existe depuis 1993. Donc, vous êtes né, bien sûr, après la guerre. Donc, vous n'avez pas été, évidemment, un enfant caché. Quel est votre lien avec cette association et pourquoi vous en avez pris la présidence ? Celle qui m'a demandé de rejoindre Alumim et de les aider dans leur travail, c'est Madame Picard. Comme j'étais très très lié à la famille Picard, Marianne Picard était directrice de Lucien de Hirsch et Monsieur Picard Bernard était le directeur de l'IAVNE où j'étais élève et ensuite prof. Donc c'était naturel que je puisse pas dire non à Madame Picard. Donc je suis rentré dans Alumim. Et en 2009, ils m'ont demandé si je pouvais assurer la présidence. Donc, je suis devenu le président de Alumim. En fait, je travaillais à côté d'Alumim surtout pour faire des recherches pour les gens. Il y a des possibilités aujourd'hui de retrouver, avec des archives qui sont ouvertes, le sort de leurs parents, de leur famille, des choses qu'on ne savait pas il y a une vingtaine d'années grâce à Internet, grâce au fait que beaucoup d'archives se sont ouvertes. Donc, moi, j'aime bien faire des recherches et trouver des choses pour les gens. Donc, j'ai retrouvé beaucoup de choses pour des gens d'Alumim. Donc, j'étais très lié à eux. J'ai écrit des articles dans leur journal Mémoire vive, jusqu'aujourd'hui d'ailleurs. Donc, j'ai accepté de prendre la présidence de l'association Alumim. C'était un lien tout à fait naturel de par l'apport que vous faisiez dans vos recherches pour eux. Oui. Ok. Alors aujourd'hui, vous avez dans cette association plus de 1000 membres. La plupart ont été des enfants cachés pendant la guerre. Oui, alors tous, la définition, ce sont des gens nés entre 1926 à peu près et 1944, juin 1944, qui répondent à la définition d'enfants cachés et qu'on peut prendre dans notre association. L'association a été créée en 1993 par Madame Rivka Avichail, la femme du rabbin Avichail, celui qui recherchait les 10 tribus perdues d'Israël dans le monde entier. Il est disparu depuis 2 ans maintenant. Madame Avichail est la créatrice de Alumim et se sont groupés beaucoup d'enfants cachés. Et j'ai la surprise de découvrir qu'il y a des gens qui s'inscrivent à Alumim tout le temps. C'est soit des gens qui ont fait leur alia récemment, des personnes âgées, ou des personnes qui ont fait leur alia en 1945-46, 47, juste après la guerre, qui ne parlent même plus le français, qui étaient des enfants cachés, qui sont intégrés en Israël avec beaucoup d'orphelins qui sont venus ici après la guerre, et qui redécouvrent leurs racines francophones bien après, et du fait qu'ils ont besoin d'aide, ils s'adressent à Alumim. Alors donc, vous avez des gens qui ont été cachés, des gens qui sont arrivés très tôt, très jeunes en Israël et qui se sont complètement intégrés à la société israélienne, mais en vieillissant, ils se rapprochent d'Alumim. Et puis, il y a aussi les nouveaux immigrants qui aussi ont été cachés et qui viennent d'arriver en Israël. Donc, aussi, ils ont envie de se rattacher, retrouver leur mémoire, se rattacher à une communauté qui leur ressemble. Et puis, il y a aussi des gens
qui sont issus de la seconde génération, on va dire, quelques personnes. C'est pas la majorité, mais... Non. Alors, qu'est-ce que vous faites pour eux au sein d'Alumim? Alors, au sein d'Alumim, nous faisons plusieurs activités. Le premier but d'Alumim, ça avait été de transmettre la mémoire de la Shoah en France et en Afrique du Nord en Israël. C'est-à-dire toutes les écoles israéliennes où tous les enfants israéliens étudient la Shoah, mais très peu étudiaient les événements de France et d'Afrique du Nord, notamment de Tunisie. Donc on s'est mis, avec l'aide de la Fondation de la mémoire de la Shoah de France, de Mme Simone Veil à cette époque, on s'est mis à travailler dans les écoles. Est-ce qu'il y a des élèves les écoles israéliennes? Israéliennes, uniquement israéliennes. Nous sommes une association israélienne. On a travaillé dans les écoles israéliennes et il y a un prix Alumim Yad Vashem qui récompense des élèves ou des classes qui font un travail de mémoire sur la Shoah en France ou en Afrique du Nord, et on est aidé par la Fondation pour cela par la Fondation. Donc chaque année, il y a un prix qui est décerné. Justement, pour revenir sur ce prix, quel est le prix qui a été décerné à une école israélienne qui vous a le plus marqué, touché? Il y a beaucoup d'écoles qui ont fait des expositions extraordinaires. Vraiment, ils ont transformé le préau de leur école ou l'entrée de l'école en une exposition sur Akfar Saba, par exemple. Il y a eu ça, une école qui a fait un travail extraordinaire. Et le fait qu'ils vont également interviewer des enfants cachés chez eux à la maison, ou bien ils les invitent, ils les font venir. Donc il y a eu des liens qui sont faits entre des... intergénérationnels, entre des jeunes Israéliens. Et la majorité des Israéliens connaissent plus ou moins ce qui se passe en Pologne ou dans les ghettos à l'Est, mais beaucoup ignorent des événements de France et beaucoup ignorent les événements d'Afrique du Nord. Des camps au Maroc, des camps en Algérie et surtout en Tunisie où les Allemands sont restés quand même 6 mois à occuper la Tunisie. Donc on a découvert que beaucoup étaient ignorants de ces événements-là, et donc nous contribuons à ça. Donc ça, c'est une des premières œuvres de Alumim. Voilà. Je crois que vous avez aussi un volet socio-économique. Oui, bien sûr. Alors on s'est aperçu, notre regretté ami Edi Palacci, Zichrono Livracha, qui nous a quittés l'an dernier, s'est dit, mais on doit aider à l'intérieur de l'organisation des gens qui ont besoin d'aide. Alors, on aide à peu près 250 personnes pour des médicaments. Nous aidons tout ce que le gouvernement israélien ou la mairie ne donne pas. Voilà. Dans le panier, j'imagine, dans le panier de santé, il y a des médicaments qui ne sont pas remboursés. Voilà, ou bien des soins, gens de maison, opérations. Les gens qui viennent à la maison, des soins particuliers, les dents, les lunettes. Donc, on aide... également grâce à la Fondation de la mémoire de la Shoah, qui nous donne beaucoup d'argent là-dessus pour l'aide médico-sociale. Et nous avons une assistante sociale, Madame Aline Deutscher, qui est la fille des Pulvers, qui étaient des résistants des EI en France. Donc elle est celle qui accueille les gens et qui voit leurs besoins, qui examine... nous avons également d'autres personnes qui travaillent avec ces gens-là. Et nous aidons les mairies. Il y a des gens qui sont vraiment complètement seuls. Voilà, c'était la question que je voulais vous poser. Comme on le voit dans la société israélienne et pour les rescapés de la Shoah, vraiment, ceux qui n'ont pas été cachés mais qui ont subi vraiment dans leur chair la Shoah, est-ce que la solitude est aussi forte pour les enfants cachés? Alors, elle est doublement forte. Pourquoi elle est doublement forte? Une fois, je voulais aider une personne... de Alumim à remplir des papiers pour recevoir une aide sociale. Alors je lui ai posé la question, on va remplir ensemble les papiers. Alors on va prendre la carte d'identité, on va tout noter, nom, prénom, et il devient tout blanc, il est mort de peur, et il me dit quel nom je dois mettre. Et tout d'un coup j'ai compris ce que c'était que la mentalité 70 ans après d'un enfant caché. Quel nom je dois dire? Parce que quand il était petit, on lui a dit « tu t'appelles plus X, tu t'appelles Christian ». Et si tu te trompes, tu mets en danger tout le monde. Donc jusqu'aujourd'hui... Le traumatisme de ne pas avoir 80 ans et subir encore. Il y a encore, chez beaucoup d'enfants cachés, je ne dirais pas chez tous, quelques traumatismes. Nous organisons beaucoup de groupes de parole entre eux, des enfants cachés qui... racontent entre eux leurs histoires et qui essayent de trouver des solutions à leurs propres problèmes,
À Tel Aviv, ça se fait avec un psychologue. À Jérusalem, c'est sans psychologue, c'est entre eux. Et j'ai assisté 1 ou 2 fois à ces réunions-là, même un peu plus. C'est extraordinaire. Alors justement, ceux qui nous écoutent, peut-être la jeune génération qui ne connaît pas très bien ces problématiques d'enfants cachés, de guerre, d'extermination, on va dire, de tout ce que nous avons subi. Est-ce qu'ils peuvent se joindre à ces groupes de parole pour échanger, pour les connaître, ou pas? Oui et non. Théoriquement, ils doivent demander la permission bien sûr, j'imagine, de ceux qui dirigent le groupe de parole. Il y en a qui sont ouvertes à la 2e génération. Et il y en a qui sont plus fermés, qui veulent parler entre eux. Par exemple, je me souviens d'un débat qu'ils avaient eu, la dernière image qu'on a de nos parents. Avant d'avoir été... La majorité de leurs parents ont été déportés. C'est très rare que ses parents ont survécu. Donc il y a des groupes de parole, c'est ouvert. Par contre, il y a beaucoup de conférences. On donne beaucoup de conférences et de réunions où tout le monde peut venir. On encourage... les familles à venir, on fait des réunions. Il y a également la plus belle réunion, c'est à Roglit, c'est-à-dire sur la... Ça a eu lieu il n'y a pas très longtemps. Ouais. C'est le Yom HaShoah, au monument des déportés juifs de France. Là, ils viennent avec leurs familles, leurs enfants, leurs petits-enfants, leurs arrière-petits-enfants. Et c'est un moment extrêmement fort dans la vie de l'association. Mais à Jérusalem, et un peu moins à Tel Aviv, mais surtout à Jérusalem, les dernières conférences que nous organisons sont pleines. C'est-à-dire que beaucoup de gens viennent, c'est ouvert à tout public, et beaucoup de gens, notamment des personnes âgées évidemment, qui veulent avoir un club d'amitié. C'est possible de venir. Ah oui, parce que vous avez beaucoup d'activités, j'imagine. Oui, on a beaucoup d'activités. À Jérusalem notamment, beaucoup de rencontres. On a des excursions également. Ouais. On a des rencontres. Sur tous les sujets possibles et imaginables, pas seulement sur la Shoah. Si on veut vous rejoindre, si peut-être des gens qui ont été cachés pendant la guerre nous écoutent, ils sont seuls, ils ne connaissaient pas votre existence, ils ne connaissaient pas l'association Alumim, ça peut-être encore arriver. On peut vous rejoindre, on peut vous appeler quelque part? Oui, il y a 2 numéros, un à Tel Aviv et un à Jérusalem. Alors à Jérusalem, c'est le 02 561 2207. Et à Tel Aviv, c'est le 07 225 04 015. Alors, vous nous avez dit un peu plus avant dans l'émission que vous avez accepté de prendre la présidence d'Alumim sur la demande de Marianne Picard. Mais aujourd'hui, 2009, ça commence à faire un peu loin. Si vous continuez à être le président d'Alumim, est-ce que vous avez un intérêt personnel, vous avez une motivation personnelle au-delà d'avoir accepté la demande de quelqu'un que vous aimiez beaucoup? Qu'est-ce que ça vous apporte? Premièrement, je suis très curieux et comme je guide à Yad Vashem et en Pologne et je fais beaucoup de recherches sur la Shoah, je découvre à chaque fois des nouvelles histoires. Je découvre à chaque fois des nouveaux parcours, des nouveaux problèmes que les gens avaient pendant la Shoah et bien sûr après. Une des phrases qui revient souvent chez les enfants cachés, c'est « Pour moi, la guerre a commencé en 1945 ». Qu'est-ce que veut dire cette phrase? Beaucoup d'enfants cachés étaient heureux pendant la guerre, cachés chez des paysans français, chez des justes parmi les nations. Entre parenthèses, notre association est très, très active dans la reconnaissance, la recherche et la reconnaissance des justes. Donc, il y a des gosses qui avaient 3 ans, 4 ans, qui étaient heureux pendant la guerre, et on attend la fin de la guerre, et papa et maman vont revenir. Et la guerre se termine, et papa et maman ne reviennent pas, et tout s'écroule. C'est-à-dire que la phrase qui revient sur beaucoup d'enfants cachés, c'est « Pour moi, la guerre commence en 1945 ». Et dans une de mes motivations, c'est que quand j'ai découvert cette phrase-là, et cette situation où des gens commencent à se reconstruire à partir de 1945, ça c'est un point qui m'a beaucoup intéressé. Le deuxième point qui m'avait intéressé, c'est que beaucoup d'enfants cachés ne comprenaient pas pourquoi ils ont besoin d'une association. Pourquoi elle a été créée seulement en 1993 ? Parce que beaucoup d'enfants cachés m'ont dit, mais après la guerre, il y avait ceux qui ont survécu avec des numéros sur les bras. Il y avait les résistants et les partisans qui s'étaient battus contre les nazis. Mais nous, les enfants cachés, on n'était rien. On était comme des paquets qu'on emmenait
d'un endroit à l'autre. C'est beaucoup plus tard. Il n'y avait pas de statut. Voilà. Ce n'est que beaucoup plus tard qu'on a Donc découvert... deux noms et pas de statut. Voilà. C'est difficile à porter. Deux noms minimum. Il y en a qui ont changé d'identité plusieurs fois. D'identité plein de fois. Donc, cette recherche d'identité, cette recherche de statut, qui on est, ces enfants cachés, on était quelqu'un, on n'était pas quelqu'un. Ils arrivent à avoir un sentiment d'appartenance au peuple d'Israël. Ah oui, parce que beaucoup retrouvent leur identité. Bon, il y en a quelques-uns que je sais qui ont été perdus. Il y en a d'autres qui redécouvrent qui ils sont. L'enfant caché, le dernier que j'ai trouvé, qui nous adore, qui nous aime beaucoup, c'est Jakob Wexler, c'est le fameux curé polonais qui a redécouvert à l'âge de 40 ans à peu près qu'en fait c'était un petit enfant juif, qu'il était caché. Ouais, c'était une histoire incroyable. Donc il y en a beaucoup qui redécouvrent petit à petit qui étaient leurs parents. Il y en a qui ne savent même pas. Il y en a quelques-uns qui n'ont même pas de photos de leurs parents. C'est très difficile d'expliquer au micro. Ils ne savent pas qui sont leurs parents. Il n'y a pas d'identification possible, il n'y a pas de miroir, il n'y a pas de... C'est dur. Il y en a quelques-uns, bon, la majorité, oui. Donc, il y a une recherche, et cette recherche-là, je pense que c'est encore important de participer à ce travail-là. Donc vous avez l'impression d'apporter votre... pierre à l'édifice. Tant que je peux, on va voir. Alors, merci beaucoup d'avoir été avec nous, de nous parler d'Aloumim, cette belle association qui aide les enfants qui ont été cachés en France pendant la Seconde Guerre mondiale, pendant la Shoah. On redonne le téléphone, Shlomo Balzan ? Oui, alors à Jérusalem, 02 561 2207 et à Tel Aviv, 07 225 04 015. Alors, si vous connaissez des gens qui ont été cachés, qui sont seuls, eh bien, faites passer le numéro de téléphone d'Aloumim. Dites-leur que, ils ne sont pas si seuls en Israël. Il y en a d'autres et ils pourront échanger, profiter de ce moment où on peut parler, s'exprimer, vivre avec des gens qui ont vécu les mêmes expériences qu'eux. Vraiment diffuser l'information. Aloumim, une association vraiment formidable, chère à mon cœur particulièrement. Voilà, merci beaucoup. Merci Shlomo Balzan. Merci à vous. À bientôt.